Merci d'être présent ce matin dans la matinale de Média TV. C'est un plaisir de vous y recevoir. En tout cas, vous êtes géopolitologue, fondateur et directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On va parler avec vous du sommet du G7. On aurait pu parler football aussi, parce que je sais que vous en êtes un très fin connaisseur, et particulièrement du football africain. Il y a eu des très beaux résultats, vous les avez sans doute suivis. Parlons en tout cas du G7 pour ce qui nous concerne ce matin. Le G7 où est arrivé Donald Trump, on a vu que c'était assez froid entre Donald Trump et Emmanuel Macron, peut-être aussi un petit peu les autres membres de cette assemblée de pays les plus riches de la planète, ou dits les plus riches de la planète, parce que il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas non plus la Chine, et on sait qu'ils avancent, ils progressent, ils ont même dépassé les pays qui siègent au G7 pour certains. Est-ce que cette entité, cette organisation a encore un avenir selon vous, ou alors est-ce que finalement ça a été torpillé par les soubresauts internationaux qu'on a connus ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines? Il y a deux raisons pour qu'il y ait un affaiblissement du G7. Le G7, c'était les pays les plus industriels, en fait, les pays occidentaux au sens stratégique, puisque le Japon n'est pas culturellement occidental, mais stratégiquement occidental. Sauf que le monde occidental ne domine plus le monde comme auparavant. Quand ça a été créé en 1975, à l'initiative du président Giscard d'Estaing, le G7 contrôlait les 2 tiers de l'économie mondiale, pratiquement. Aujourd'hui, c'est moins de 50%. Donc, c'est un premier signe d'affaiblissement. Pas tellement que les pays occidentaux se sont affaiblis, mais c'est que les autres, dont notamment, vous parlez de la Chine, vous parlez de l'Inde, et il y en a beaucoup, disons que le Sud global s'est développé et fait entendre sa voix beaucoup plus qu'auparavant. Mais il y a un deuxième problème qui est là, lié au soubresaut, qui n'est pas lié à l'évolution économique du monde, mais qui est lié au soubresaut, et le terme de soubresaut est presque faible par rapport au tumulte, aux tempêtes, c'est que le concept même de monde occidental n'a plus la même teneur, parce que entre les États-Unis de Donald Trump et les autres membres du club, peut-être à part le Japon, mais en tous les cas, les Européens et le Canada, eh bien, il n'y a plus du tout le même attachement aux mêmes valeurs, puisque même Donald Trump voudrait annexer le Canada. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas l'amitié folle, et que sur les questions de sécurité, les pays européens ont compris qu'ils ne peuvent plus compter sur les États-Unis, et sur le plan des valeurs, par rapport au droit international, par rapport à l'ONU, par rapport au respect des autres, il y a maintenant un gouffre entre les pays européens et le Canada et les États-Unis. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, d'après ce que vous venez de dire, de disparition finalement de cette organisation, de ce G7, de ce club? Alors non. Alors il y a eu beaucoup de craintes. Est-ce que Trump va venir ou pas? Parce qu'il peut très bien, sous un coup de colère, décider de ne pas venir. Parmi, il y a des grands pays du Sud qui sont invités. On n'a pas invité l'Afrique du Sud, qui est pourtant un pays extrêmement important, pour faire plaisir à Donald Trump, puisque les relations sont exécrables entre l'Afrique du Sud et les États-Unis, notamment, et pas seulement, à cause de la plainte de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice. Et donc, on voit bien que tout est fait pour que Donald Trump soit bien traité, on le cajole. Tout le monde, j'imagine, va le féliciter pour l'accord qu'il a trouvé avec l'Iran, en n'insistant pas trop sur le fait qu'il n'a fait que réparer une grande erreur, puisqu'en fait, il a mis fin à une guerre qu'il a lancée lui-même de façon pour le moins imprudente et non maîtrisée. Donc, en fait, on voit bien que l'ensemble des pays n'en pensent pas moins, les dirigeants en tous les cas. Tout le monde se dit que Trump est quand même un point un petit peu compliqué, que c'est pas un dirigeant tout à fait rationnel, que c'est pas un compagnon agréable, mais il est à la tête des États-Unis, et surtout, on sait qu'il peut être très vindicatif si on s'oppose à lui. Donc, tout le monde fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Aujourd'hui, les pays du G7 vont se pencher sur la question ukrainienne. Volodymyr Zelensky qui va se rendre à Évian pour essayer de convaincre surtout Donald Trump, parce que les autres pays semblent déjà convaincus, de soutenir davantage l'Ukraine et de mettre davantage de pression sur Vladimir Poutine et la Russie. Est-ce que vous pensez que Donald Trump peut là encore faire un coup d'éclat, dire bah non, désolé, l'état du monde n'est plus le même, ça a changé, moi mon opinion se dirige davantage vers la Russie et moins vers l'Ukraine, c'est possible ?
Alors, il va pas dire les choses tout à fait comme ça, mais c'est la réalité. Ce que vous décrivez est la réalité. Et pour l'instant, il n'est pas prévu que Donald Trump voit en bilatéral le président Zelensky. Parce qu'effectivement, il renvoie dos à dos Ukraine et Russie en disant c'est aux Européens de régler ça, ce n'est pas mon problème. Mais en fait, on voit bien qu'il favorise la Russie parce qu'il considère tout simplement qu'il y a un plus grand potentiel économique dans la Russie, notamment en termes de gisements, de matières premières, de gaz, d'énergie, qu'en Ukraine. Et donc, il a fait un choix, il a fait une proposition extrêmement généreuse en recevant Vladimir Poutine à Anchorage, en disant on va arrêter la guerre là, on peut lever les sanctions, et même il voulait reconnaître l'annexion des territoires conquis par la force par la Russie. Poutine n'a pas profité de cette offre qui était extrêmement généreuse, et maintenant c'est Zelensky. Alors en fait, il y a un blocage parce que Poutine voudrait que Zelensky vienne à Moscou, et c'est inacceptable pour le président ukrainien parce que ça serait une sorte de reddition. Et en même temps, Zelensky propose de voir le président russe en dehors dans un pays tiers, mais tout en lui envoyant une lettre où en fait il l'insulte. Donc voilà. Alors est-ce que les deux accepteraient de venir à Washington? Ça serait un succès diplomatique pour Donald Trump. Rappelez-vous qu'il avait promis pendant la campagne électorale de faire la paix en 24 heures. Nous sommes quand même à 1 an et 5 mois et demi après et 5 mois après son entrée au pouvoir. Donc, pour l'instant, c'est un échec pour Donald Trump. Ou alors c'est 24 heures qui durent très très longtemps. Mais cela dit, est-ce que, d'après vous, hein, ce genre comment dire, de grand-messe, de grandes rencontres entre les dirigeants comme ça du G7, il y a aussi, rappelons-le, il y avait un G8 avant, dans lequel il y avait d'ailleurs la Russie, il y a un G20 qui existe. Bref, est-ce que ce genre de grandes rencontres, à votre avis, c'est encore un avenir? Parce que, finalement, qu'est-ce qui peut ressortir comme communiqué final d'un G7 comme on le voit à Évian? Alors même quand le G7 fonctionnait bien, qu'il y avait une entente entre les pays occidentaux, il y avait des communiqués, mais qui n'étaient pas toujours suivis des faits. Et vous avez signalé l'existence du G20. Le centre du monde est plutôt autour du G20 que du G7. Le G7, c'est un club occidental. Il y a en face les BRICS. Si on fait G7 plus BRICS, ça fait à peu près le G20, avec quelques autres en plus. Bon, disons que bien sûr, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il y aura pas de décision, il n'y aura pas une paix entre Israéliens et Palestiniens suite à un G7, ni d'ailleurs probablement entre Russes et Ukrainiens. Mais en même temps, ne nous plaignons pas. On ne fait pas face à un excès de diplomatie. On ne peut pas dire qu'il y a trop de diplomatie dans le monde. Et donc, il faut, disons, voilà, rester réaliste, rester modeste dans les ambitions. Et il est toujours mieux que les dirigeants de ce monde se voient et communiquent plutôt qu'ils restent isolés les uns des autres et qu'il y ait moins de compréhension. On sait bien qu'on ne va pas faire de Donald Trump un adepte de l'ONU et du multilatéralisme, on ne va pas faire de Donald Trump un adepte de l'Europe, mais c'est quand même bien qu'il soit là, même si on aurait peut-être, la France peut-être, n'aurait pas dû céder à sa demande que l'Afrique du Sud ne soit pas présente. Oui, est-ce que c'est aussi, comment dire, en termes de communication, très très important pour les dirigeants du G7 d'être bien présents et d'afficher la mine qu'ils affichent? On a vu par exemple hier Donald Trump, quand il est arrivé à Évian, avoir cette poignée de main sans un regard et le visage très fermé pour Emmanuel Macron par exemple. Ça montre aussi les oppositions et les rapports de force. Oui, bien sûr, il y a un body langage. Et en fait, Trump est fâché contre non seulement Emmanuel Macron, mais tous les dirigeants européens et le Canada pour ne pas avoir participé à la guerre qu'il avait lancée tout seul, sans consulter personne, et aux conséquences qui ont été vécues douloureusement en France, au Maroc et dans tous les pays du monde. Donc, en fait, pour Trump, il n'y a pas d'alliés, il y a des vassaux, il y a des gens qui doivent lui obéir. Et les Européens, pour une fois, et c'est heureux, ne lui ont pas obéi en ne participant pas à cette guerre contre l'Iran particulièrement catastrophique. Mais en même temps, il vient et puis, bon, Macron s'est un peu flatté Donald Trump. Il va y avoir un grand dîner à Versailles. Alors, les fastes, l'or, les palais, disons, royaux, tout ça, Trump adore. Et c'est quelque chose que le Royaume-Uni peut faire, c'est quelque chose que la France peut faire, et que le Maroc peut faire aussi d'ailleurs. Et donc ça, il est toujours sensible. Ce président républicain d'une république impériale aime bien les fastes royaux. Oui, alors, outre le faste, est-ce que Donald Trump peut
faire évoluer son opinion grâce justement à ce genre de diplomatie du faste. Est-ce qu'il peut assouplir par exemple un certain nombre de positions? Je pense par exemple au fait que à la fois Emmanuel Macron et Keir Starmer, donc au Royaume-Uni, ont proposé d'aller sécuriser le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, Donald Trump a dit mais ça sert à rien. Les Iraniens ne sont pas forcément très d'accord non plus. Mais là, est-ce qu'avec ce type de diplomatie, ça peut éventuellement débloquer une situation qui serait souhaitée par les Européens? Sur ce point précis, je ne le pense pas, parce que Trump en veut qu'on ne soit pas allé à son secours quand ça allait mal, et donc maintenant qu'il pense que ça va bien, il ne va pas permettre aux Européens d'apparaître comme ceux qui facilitent le transit et qui participent à cela. Donc je pense qu'il y a un goût de vengeance de la part de Trump de dire, écoutez, non, c'est moi tout seul et je me mets en scène seul, je n'ai pas besoin de vous. Et côté iranien, les Iraniens en fait en veulent aux Européens de ne pas avoir protesté plus fortement contre la guerre que Trump leur a lancée, aussi bien d'ailleurs l'an dernier que le 28 février. Parce que cette guerre, elle est illégale. Elle est contraire à la Charte des Nations Unies. Et les pays européens qui se disent extrêmement attachés à la Charte des Nations Unies, au droit international, n'ont pas protesté parce qu'ils n'ont pas voulu fâcher Donald Trump. Et donc les Iraniens considèrent qu'en fait, ils ne peuvent pas compter sur les pays européens. Finalement, l'utilité d'un sommet comme celui du G7 que l'on connaît, est-ce qu'il ne tient pas plus dans les discussions bilatérales qu'il peut y avoir avec les invités au sommet, les autres dirigeants qui n'en font pas partie de ce club et qui vont venir pour pouvoir rencontrer les dirigeants du G7? Est-ce que finalement l'essentiel n'est pas là, plus que les discussions entre eux? Alors, il y a un peu les deux, parce qu'en fait, que par exemple, Canadiens, Français, Allemands et Italiens et Britanniques puissent parler ensemble de l'Ukraine, c'est pas mal. Enfin, déjà, quand même s'il y a Donald Trump, c'est bien que les autres pays occidentaux se voient, qu'il puisse y avoir des échanges avec les Japonais. En fait, il n'y a pas autant d'occasions que les chefs d'État et de gouvernement se voient directement, et donc c'est une bonne chose. Et effectivement, comme vous le soulignez, par rapport aux grands pays émergents du Sud, c'est aussi une façon de dialoguer, et c'est toujours intéressant de voir cela. Une fois encore, il n'y a pas de miracle, mais ça met de l'huile dans les rouages de la vie internationale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tout ce qui peut plaider pour la démocratie et moins pour la violence, moins pour la brutalité, moins pour la force armée, est bienvenu. Pour conclure, est-ce que vous pensez que ce G7 fera date d'une manière ou d'une autre ou pas du tout? Si Donald Trump renverse la table, part fâché et se précipite, alors il est quand même retenu par le dîner à Versailles, et ça, je pense que ça va le conduire à rester. Et ben en fait, vous savez, avec Donald Trump, tout peut se passer à tout moment, parce qu'il peut piquer une colère tout à fait irrationnelle. Donc, a priori, ce G7 sera plutôt banal, mais on peut toujours parier sur l'effet surprise de Donald Trump. Merci beaucoup Pascal Boniface d'avoir été l'invité de la matinale de Midi 1 TV. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, fondateur aussi et directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci encore. Promis, la prochaine fois, vous venez pour parler football? Avec plaisir. Ah ben voilà, on vous rappellera alors. Merci encore et excellente journée à vous.